Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. Le 16 juillet 2000, au cœur de la nuit, un coup de feu claque dans une belle villa près de Carpentras. Un riche patron de supermarché, Richard Alessandri, 42 ans, vient d'être abattu dans son lit. Sa femme est à ses côtés, les enfants dans des pièces voisines. Alors que s'est-il passé ? Un crime commis par son épouse ? Un cambriolage qui aurait dérapé ? Cette enquête complexe va s'étendre sur des années. Vous écoutez l'affaire Richard Alessandri, première partie. Berne-les-Fontaines, c'est un tout petit village, pas très loin d'Avignon. Clémence Badaud, journaliste 7 à 8 à TF1. Faut s'imaginer le mas de la Gasquie, parce que c'est un lieu assez extraordinaire. C'est un peu paumé dans la pampa, très isolé, un mas magnifique. Donc c'est une très grande maison qui est au milieu des champs, sans voisinage direct. Damien Brossier, avocat d'Edwige Alessandri. Et à laquelle on accède par un sentier en terre. Le couple Richard et Edwige Alessandri vit avec leur fils biologique, Brice, 12 ans. Et puis le fils aîné d'Edwige, Johan, donc d'un premier mariage, qui a pratiquement 18 ans. Le dimanche 16 juillet, on finit de manger, je range tout, on monte, on regarde la télévision. Edwige Alessandri, épouse de Richard Alessandri. Et puis après, donc nous avons une relation. On fait l'amour, Richard et moi, et on dort. Et là, il y a un coup qui part. Edwige Alessandri est réveillée en sursaut, en pleine nuit, par ce coup de fusil et par cette phrase qu'elle entend et qui dit « Merde, le coup est parti, tirez-vous, tirez-vous ». Ils sont plusieurs parce que j'ai vu. Et je vois bien la personne au bout du lit avec les deux trous du fusil comme ça. L'autre personne et le long de la porte, il y avait quelqu'un. Et j'ai tellement eu peur, je me suis recroquevillée, je me suis levée contre lui, mais c'est vrai, j'étais en boule. Et là, je me suis dit, bon, ma fille, tu vas mourir. Après le coup de feu, elle a attendu un moment, et pendant ce temps, elle a entendu le sang couler de son mari. Patrick Roland, brigade de recherche de Carpentras. Et elle s'est réfugiée dans sa salle de bain. Et Johan, lui, apparemment, était réveillé par les cris de sa mère, et donc arrive. Et là, sa mère lui dit « Ils l'ont tué, ils l'ont tué ». Les pompiers sont alertés par un appel de Madame Alessandri. Ils arrivent, Johan les guide au premier étage, et ils voient Madame Alessandri en sanglots, elle est couverte de sang. Elle est complètement prostrée dans la salle de bain, en état de choc. Et les pompiers vont lui conseiller à ce moment-là de prendre une douche pour recouvrer ses esprits. Johan dit le corps se trouve dans la chambre. Et donc les pompiers découvrent Richard Alessandri, qui est donc dans son lit, qui baigne dans son sang. Il y a 2 impacts, un à l'épaule et l'autre au visage. Et apparemment, il est mort sur le coup. Madame Alessandri est la seule témoin visuelle de l'homicide. Les enquêteurs vont délimiter un périmètre et ils vont rechercher l'arme du crime, des traces, tout ce qui peut les amener et accréditer la piste du cambriolage. Edwige et Johan vont faire remarquer aux gendarmes un certain nombre d'anomalies. Marc Gégère, avocat de Brice Alessandri.
La première de ces anomalies, c'est qu'on voit qu'il y a une baie vitrée coulissante dans la cuisine et que cette baie, elle est ouverte. Et je me dis, ils sont passés par là. Parce que je leur dis, elle s'ouvre facilement, et c'est vrai, parce qu'il fallait... Enfin, elle fonctionnait pas, le cliquet, là, ne fonctionnait pas très bien. Et nous avons fait remarquer aux enquêteurs que les géraniums, les fleurs qui étaient posées devant la fenêtre étaient déplacées, mais très soigneusement au pied du mur de la terrasse. Richard Alessandri est quelqu'un d'extrêmement méticuleux. Il fait extrêmement attention aux objets et aux choses matérielles. Et les pots de fleurs étaient en place. Donc, ils ont été déplacés. Dans les escaliers qui descendent au rez-de-chaussée, Madame Alessandri, elle remarque pétales de fleurs et traces de terre. Je vois cette trace noire, alors que j'avais fait le ménage tout l'après-midi, et je leur dis, regardez, ça y était pas. Tous ces éléments réunis démontrent qu'il y aurait eu une pénétration d'individus par cette fenêtre. Les cambrioleurs, apparemment, seraient montés directement à l'étage. Dans la chambre où Richard est décédé, évidemment, les techniciens d'identification criminelle vont ratisser cette chambre, vont trouver un préservatif qui a été utilisé. Ils vont trouver dans la chambre des traces noirâtres. Patrick Gontard, avocat de Johan. Qui s'avèrent être de la terre. Ce qui est évident, c'est qu'un peu de terre noirâtre dans un lit, c'est pas habituel. On va retrouver donc les traces de la bourre de la munition qui permettra d'identifier le calibre comme étant en effet un calibre 12. Après que les constatations intérieures aient été faites, les techniciens ont continué leur investigation autour de la maison et ils constatent que 2 mégots sont présents au bord d'une haie. Il faut savoir qu'il y a un système de jet d'eau pour arroser la pelouse qui se déclenche le soir. Mais là, les mégots sont secs. Ce qui donne aussi une indication, puisque comme il y a cet arrosage automatique qui s'interrompt vers 23h... Lorsque les mégots sont trouvés, ils ne sont pas trempés. Ce qui veut dire manifestement qu'ils ont été déposés après que l'arrosage se soit terminé. Sinon, ils seraient évidemment détrempés complètement. À l'angle de cette haie, on va retrouver des empreintes de pas suffisamment de bonne qualité pour pouvoir déterminer la marque de la chaussure et je crois même la taille de la chaussure. La première piste qui va être exploitée à fond, c'est celle de ce cambriolage qui a mal tourné. Monsieur Alessandri, on peut dire qu'il faisait presque partie des notables de la commune. Il était président des commerçants, il tenait le magasin Intermarché. À l'époque du meurtre de Richard Alessandri, il y a des équipes de malfaiteurs qui font ce qu'on appelle du saucissonnage. C'est-à-dire qu'on se rend au domicile d'un commerçant, on va prendre en otage une partie de la famille, on prend le commerçant avec soi pour aller jusqu'au commerce, pour qu'il ouvre le coffre pendant que la famille est tenue en respect par le reste des malfaiteurs. Les Alessandri sont très connus à Pernes-les-Fontaines. Richard Alessandri a acheté l'unique supermarché du coin et il en a fait une affaire qui marche très bien. Et pendant tout le week-end, qui a été un très gros week-end d'ouverture, il a passé son temps à dire qu'il avait cassé la baraque. C'est-à-dire qu'il avait fait une recette absolument extraordinaire. Alors, on imagine que cette information a pu fuiter et qu'elle a pu générer quelque appétit de la part de certains malfaiteurs. À ce stade de l'enquête, les gendarmes penchent donc pour la piste crapuleuse. Leur conviction va être renforcée quelques semaines plus tard, quand ils tombent un peu par hasard sur leur premier suspect. Quand l'enquête commence, moi je suis persuadée qu'ils vont le trouver rapidement. Edwige Alessandri. Mais persuadée, donc ils vont vite arrêter les gens, quoi, ils vont vite les trouver. Le premier suspect, c'est quelqu'un qui travaillait au sein de l'Intermarché, qui connaissait bien Richard Alessandri, et il va devenir suspect de manière
presque incidente. Je commandais la brigade des recherches de Carpentras. 2 mois après les faits, il s'avère qu'il y a eu encore un homicide sur Pernes-les-Fontaines. Dans le cadre de cette enquête, cet individu est mis en cause pour avoir fourni l'arme qui aurait permis l'homicide d'un jeune garçon sur Pernes-les-Fontaines. Il travaillait au magasin, il est plus venu au magasin quand Richard est parti, il est même pas venu chercher sa paye. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il va être placé en garde à vue, il va y avoir une perquisition chez lui. La perquisition va être particulièrement troublante parce qu'on va trouver épinglé sur son mur des coupures de presse qui relatent l'assassinat de Richard Alessandri. On va savoir qu'il a été, dans cette période-là, en possession d'un fusil de chasse calibre 12. Damien Brossier, avocat d'Edwige Alessandri. Plus intriguant, on va retrouver des chaussures qui sont de la même marque et de la même taille que les chaussures qui ont laissé des empreintes sous les fenêtres des Alessandri au moment de la scène de crime. Lorsqu'on lui pose la question de savoir ce qu'il faisait ce soir-là, il ne s'en rappelle plus ou il ne donne pas d'explication particulière, ce qui fait qu'il n'a pas d'alibi pour ce soir-là. Il savait comment on ouvrait le magasin, il connaissait la procédure parfaite de l'ouverture, de la fermeture, du rangement des caisses dans le coffre, il connaissait tout ça par cœur. Et je me dis, c'est vrai, c'est quand même bizarre, on ne l'a plus vu, peut-être que c'est lui. Mais il était difficile de faire le lien avec l'enquête Alessandri parce que tous les éléments qui ont été saisis chez lui, à savoir le fusil, les cartouches, révèlent que ça ne pouvait correspondre avec l'arme utilisée pour tuer M. Alessandri. Les chaussures qui ont été également saisies ne correspondent pas, compte tenu de l'usure des chaussures, avec les traces prélevées dans le jardin. Dans le mas de la Gasserie, le seul ADN qui a été retrouvé, c'est l'ADN qui a été retrouvé sur les mégots, près de la haie dans le jardin. On va ensuite interroger le FNAEG, le Fichier national des empreintes génétiques, et on aura une réponse négative à ce moment-là. Donc, ces mégots comportent une trace d'une personne X à ce moment-là, totalement inconnue. Ce garçon va faire quelques heures de garde à vue et va ensuite être remis en liberté et relâché. Et cette piste-là ne sera pas investiguée au-delà de ce qui vient d'être indiqué. Dans le cadre de cette enquête, il était évident que l'on comprenne qui était le couple M. Alessandri. Patrick Roland, brigade de recherche de Carpentras. Qui était la famille Alessandri. Edwige et Richard se rencontrent à l'université. Paul Espagnol, ami de Richard Alessandri. Mais après, ils ont eu une relation un peu en pointillé, quoi. Ils se sont quittés, ils se sont revus. Et elle s'était mariée. Au bout de quelques temps, elle l'avait revu. Et l'amour qu'elle avait pour lui avait redémarré instantanément. Et elle avait dit à son mari, à l'époque, elle avait dit à son mari, bon, ben, j'ai retrouvé l'amour de ma jeunesse, j'ai retrouvé l'amour de ma vie, et je te quitte. Et Edwige a déjà à ce moment-là un enfant d'un premier lit, c'est Johan, et ils vont avoir ensemble un second garçon qui s'appelle Brice. C'est une famille de gens qui ne se cachent pas de la réussite, qui est la leur. On reprend le magasin à Pernes-les-Fontaines en octobre 1995. Au début, le magasin est en perdition totale et nous, on va le remonter en 1 an, on a doublé le chiffre d'affaires. Ils étaient associés dans le cadre de ce supermarché, mais Edwige n'avait que 30% du capital. Frédéric Monneret, avocat du frère de Richard Alessandri. Donc Richard était largement majoritaire. Le couple Alessandri est un couple de forte personnalité, donc quand il y a des éclats, parfois ça peut être des éclats assez importants.
Oui, bien sûr, on s'engueulait déjà pour le magasin, parce que des fois on n'était pas toujours d'accord. Richard était plus raide que moi, beaucoup plus, que ce soit dans l'éducation, dans son travail. On apprend aussi par la femme de ménage que le couple, de temps en temps, faisait chambre à part. Monsieur Alessandri, l'enquête le prouvera, a plusieurs maîtresses. C'était quelqu'un qui aimait bien les femmes. Je suis la seule personne à laquelle on ne dira jamais qu'il était fidèle. C'est pas vrai, il ne l'était pas. Paul Espagnol, ami de Richard Alessandri. Il aimait les femmes l'aimaient beaucoup, et voilà, ben voilà. Les rares fois où il a fait quelques confidences à sa famille et notamment à son frère Loïc, il a indiqué à Loïc que son souhait était de divorcer. C'est le grand problème d'Edwige Alessandri. C'est que dès le départ, je pense que c'est une femme de tête, très intelligente, qui se sent supérieure et qui se montre supérieure aux enquêteurs. Et effectivement, au lieu de dire toute la vérité, elle va choisir de donner une interprétation de la vérité et une photographie de sa vie familiale et conjugale parfaite, ce qui n'est pas le cas. Le fait qu'elle nous cache ces disputes apporte un élément dans l'axe d'enquête du drame familial. Les gendarmes, à mon sens, ne vont jamais croire à la thèse du cambriolage. Pour eux, c'est un mode opératoire qui est par trop simpliste qu'il leur est proposé. Il y a beaucoup d'éléments qui font apparaître des contradictions. Si on s'attache aux propos d'Edwige Alessandri, ce qui est curieux, c'est qu'elle parle d'une intrusion. Au rez-de-chaussée, il y a quand même son sac à main, les clés de sa voiture, belle voiture, les clés de la voiture de son mari, une belle voiture. Rien n'a bougé. Tout est en ordre. Les gendarmes, ils ont tenté d'imaginer l'intrusion de personnes extérieures. Et à plusieurs reprises, ils ont fait passer des gendarmes par la fenêtre et ils ont observé le plan de travail. Ils ont constaté que systématiquement, en venant de l'extérieur, ils laissaient des débris herbeux. On devrait trouver des traces de passage, soit des empreintes de mains, soit des traces de pas, mais il n'y avait pas de traces de passage au niveau donc de la fenêtre de la cuisine, au niveau également de l'évier de la cuisine. Donc forcément, ça va susciter des interrogations et des questions. Les vérifications d'éléments matériels dans l'habitation, ça donne rien. Aucune trace ADN à l'intérieur de l'habitation, aucune trace d'empreinte à l'intérieur de l'habitation. Dans les escaliers, les éléments qui sont notés sont très précis, puisqu'il y a de la terre, une feuille, pétales de fleurs, mais ces éléments que l'on voit ont dû être posés avec délicatesse. Ils sont intacts, comme si en fait ils avaient été placés là. Et ça forcément, pour les gendarmes, c'est un gros point d'interrogation. Lorsque une personne utilise une arme à feu, obligatoirement, de la poudre se dépose sur les mains. Et dans le cas d'homicide, on fait des tamponnements pour savoir qui a pu tirer à ce moment-là. Et on se rend compte que Edwige n'a pas de résidus de tir, que Johan n'a pas de résidus de tir, et que Brice présente sur les membres des résidus de tir. Mais pourquoi le fils de 12 ans, qui prétend être resté sur le canapé du salon en train de regarder la télé, aurait lui des résidus de tir? Ça, je pense que ça va aussi orienter les enquêteurs vers la piste d'un huis clos familial.
Ça fait 4 mois, tout le monde a envie de connaître ce qui s'est véritablement passé. La piste du cambriolage donne rien. En fait, à partir du moment où les gendarmes ont évacué, j'ai choisi le terme, l'hypothèse de l'intrusion extérieure, on va se concentrer sur la famille. Les enquêteurs disent, bon, on va donner un coup de pied dans la fourmilière, advienne que pourra, puisque tout le monde se tait, et on va les interpeller tous. Un jour, je les ai vus débarquer le 28 novembre 2000 à 6h30 du matin, et ils sont venus nous arrêter. Et là, on n'a rien compris. Et la première parole de Madame Alexandrie a dit « Ah, ça y est, vous avez découvert le meurtrier de mon mari. » Et il me dit « Oui, c'est vous ». Je lui dis « Comment ça, c'est moi ?» Et là, ça y est, hop. Ils vont réveiller les enfants en nous a embarqués, menottes, machin, tout dans les voitures, séparées, hop. Ils ont pris mes enfants, chacun dans une voiture, moi dans une autre, et on ne savait pas du tout où on allait. Si on décide de ces placements en garde à vue, de ce placement en rétention, c'est qu'on est déjà pétri de certitude. Quand on me met en garde à vue, je crois que c'est le pire moment de ma vie. Ils étaient virulents, puis toujours à me dire « Dites que c'est vous qui l'avez fait ». Ils me demandent comment ça s'est passé, je raconte les faits, ils me disent que c'est pas possible, qu'ils ont des preuves scientifiques, comme quoi ça s'est pas passé comme ça. Je leur dis « Écoutez, si vous avez des preuves scientifiques, démontrez-les-moi ». Elle a ce sentiment d'être la coupable idéale, la veuve noire, etc. Mais elle n'a pas joué franc jeu avec eux non plus. Donc on peut aussi se dire que c'est de bonne guerre. Elle a des choses à cacher puisqu'elle a menti. Brice, il sera placé en rétention judiciaire. C'est une possibilité qui est offerte par le Code de procédure pénale pour placer en quelque sorte en garde à vue un enfant de moins de 16 ans. Il dit, c'est pas ma mère qui a pu tuer mon père, j'en suis sûr. 2, c'est pas moi qui ai tué mon père non plus. Et je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je dormais dans le salon. Et là, c'est effectivement Brice, du haut de ses 12 ans, qui va quand même donner cet élément essentiel, qui est, ce soir-là, papa et maman se sont disputés, très fort, à propos de Johan. Clémence Badaud, journaliste 7 à 8 à TF1. Johan qui était rentré d'un week-end, où il avait fait du bateau avec des amis, plus tard que prévu. Richard Alessandri s'en prend à lui, et Edwige Alessandri va intervenir. Il y avait quand même de la vaisselle cassée, il y avait des assiettes de taboulé et des bouteilles de vin qui volaient au-dessus de la tête, si on en croit les déclarations de Brice. C'est le seul qui nous ait parlé de la dispute. Aucun, que ce soit Madame Alexandrie ou Johan, ont parlé de cette dispute. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Stéphanie Bergeron. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.